Comment est-ce qu'on fait pour protéger les enfants d'une menace aussi diffuse et complexe que la pédocriminalité? Et si la réponse, ou en tout cas une partie de la réponse, ne se trouvait pas là où on regarde d'habitude, mais plutôt du côté de la cybersécurité? C'est une approche assez radicale, et c'est celle qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Une stratégie de défense qui aborde la protection de l'enfance comme une question de sécurité nationale. Cette citation, elle pose les bases. Elle vient de la fondatrice de #IWAS, Muriel Tiberge-Batude, et c'est un vrai cri du cœur. Elle nous rappelle que derrière toute la technique et la stratégie dont on va parler, il y a une urgence humaine. Le but, ce n'est pas juste de gérer un problème, c'est de tout faire pour que la prochaine génération n'ait jamais à dire #IWAS. IWAS en anglais, j'ai été. Alors, voilà le programme. D'abord, on va changer complètement de perspective sur la menace. Ensuite, on va plonger dans le monde de la cybersécurité pour voir quels outils on peut lui emprunter. On va décortiquer le mode opératoire de l'attaquant, puis on découvrira qui sont ces nouveaux défenseurs et les technologies qui pourraient les aider. Et enfin, on verra l'objectif final, très pragmatique, de tout ce système. Allez, on commence par la base. Tout part d'un changement complet de perspective. La méthodologie IWS, en fait, elle met de côté les approches habituelles pour redéfinir la menace à sa racine. Et voilà le point de départ. L'idée, c'est d'arrêter de considérer la pédocriminalité comme un simple crime, mais de la voir comme une menace intentionnelle et organisée, un peu comme on le ferait pour une cyberattaque ou un acte terroriste. Rien que ce changement de mot, ça change toute la manière de penser la défense. Le problème, c'est qu'une immense partie de cette menace est invisible. C'est un peu comme un iceberg. Et dans cette partie immergée, il y a ce que la méthodologie nomme la nipiocriminalité. Ce sont les crimes qui visent les tout-petits, entre 0 et 4 ans. Ceux qui, par définition, n'ont pas encore les mots pour se défendre. C'est pour eux, les plus vulnérables, qu'une défense proactive est absolument vitale. Ok, donc la menace est redéfinie. Mais maintenant, la question c'est comment on construit une défense efficace? Eh bien, la réponse proposée est une innovation assez radicale. On va piquer les outils de la cybersécurité. L'idée centrale, elle est à la fois simple et puissante. Protéger un enfant avec la même rigueur, la même méthode que celle utilisée pour protéger un système informatique critique. On parle de pare-feu, d'analyse de menaces, de gestion de risques. Mais appliquée non pas à des données, mais à l'humain. On passe d'une prévention un peu passive à une gestion vraiment active de la sécurité. Et en cybersécurité, on protège toujours ce qu'on appelle un actif, un serveur, des données, un secret industriel. Mais ici, c'est quoi l'actif à protéger? Ce n'est pas juste le corps de l'enfant, c'est bien plus que ça. C'est son neurodéveloppement, c'est sa capacité à se construire, à apprendre, à faire confiance. Bref, c'est l'essence même de son avenir. Cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. La menace, elle n'est pas seulement physique. Elle cible le patrimoine informationnel de l'enfant. Ses souvenirs, sa perception du monde, sa confiance. L'objectif de l'agresseur, c'est souvent de nuire sans être vu, en attaquant la capacité même de l'enfant à pouvoir un jour raconter ce qui s'est passé. Bon, maintenant qu'on a défini la menace et l'actif à protéger, comment on fait concrètement? On fait exactement comme les experts en cybersécurité. On se met dans la tête de l'attaquant. C'est la règle d'or de la défense. Pour pouvoir construire un mur, il faut savoir comment l'attaquant compte l'escalader. Il ne suffit pas de condamner l'acte final, il faut décortiquer tout le processus qui y mène, étape par étape, pour savoir où et comment on peut l'interrompre. Alors la méthodologie, elle distingue deux choses. D'un côté, le chemin d'attaque. Ça, c'est le plan général, la grande stratégie. Et de l'autre, le scénario opérationnel. Là, ce sont les actions très concrètes, les tactiques utilisées pour y arriver. En faisant cette distinction, on peut identifier des points de rupture bien plus précis pour stopper l'agresseur. Voici à quoi ça peut ressembler de manière très simplifiée. On voit bien que l'attaque, c'est rarement un acte impulsif. C'est un processus. Ça commence par une phase de reconnaissance. Puis vient la préparation, qui implique souvent la manipulation de l'entourage. Ensuite l'exécution. Et enfin, une phase absolument cruciale, la persistance. C'est là que l'agresseur va tout faire pour s'assurer du silence. Comprendre ces phases, ça donne des clés pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Analyser l'attaquant, c'est une chose. Mais la question, c'est qui va faire ce travail? Qui va construire la défense? Ça demande des compétences complètement nouvelles. Et c'est un point absolument essentiel. On ne peut pas appliquer cette nouvelle méthode en se contentant des structures qui existent déjà. Il faut imaginer et créer un véritable écosystème de professionnels qui sont formés pour penser en termes de risques, de scénarios d'attaque et de contre-mesures. L'idée, c'est donc de créer de vrais métiers de la sécurité de l'enfant, qui sont en fait le miroir des métiers de la cybersécurité. Des consultants pour analyser les risques en amont, des auditeurs pour vérifier que les protections sont bien en place, des équipes d'intervention rapide en cas d'incident, bref, toute une chaîne de défense professionnelle et spécialisée.
évidemment, ces nouveaux experts, on ne peut pas les envoyer sur le terrain les mains vides. Il leur faut des outils performants. Et c'est là que la technologie, si elle est bien utilisée, peut devenir un pilier de cette nouvelle défense. Et là, on ne parle pas de petits gadgets, on parle d'outils vraiment puissants. Imaginez une base de données sur les menaces, comme celle qu'utilisent les services de renseignement. Ou une intelligence artificielle qui aide les médecins à repérer des signaux faibles chez les tout-petits, ou encore des algorithmes qui moulinent des milliers de témoignages anonymisés pour identifier des schémas récurrents. La technologie devient un véritable bouclier numérique. Alors, avec tous ces nouveaux métiers, toutes ces technologies, cette façon de penser, où est-ce qu'on veut en arriver? Quel est l'objectif final de toute cette construction? La réponse, elle est dans le réalisme et la stratégie. En fait, tout le processus peut se résumer à ça. On part d'un risque initial, qui est par nature très élevé. On applique toute une série de mesures de sécurité, des outils techniques, des formations, des nouvelles procédures, et à la fin, on arrive à ce qu'on appelle un risque résiduel, qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre. Le but, ce n'est pas le risque zéro. Le risque zéro, c'est une illusion. L'objectif, c'est de rendre l'attaque tellement difficile, tellement coûteuse et tellement risquée pour l'agresseur que le risque qui reste est le plus bas possible. C'est une approche pragmatique, professionnelle, qui vise l'efficacité avant tout. On termine donc avec cette question qui en fait résume toute la philosophie de cette approche. Et si on arrêtait de considérer la protection de l'enfance comme un simple sujet social ou familial, pour enfin la traiter avec le même sérieux, les mêmes outils et la même vision stratégique que la sécurité nationale? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.